Me voilà pour la dernière fois de la saison, en train de coûte que coûte arrimer l'espoir. Et c'est dur. C'est dur, mais je me souviens que l'espoir, la joie, la vraie, c'est une pratique. Si je désespère, si je lâche, si j'abandonne, alors ça veut dire qui gagne ? Et je ne peux pas me permettre de les voir gagner. Alors, si la nuit m'attrape, nous nous débattrons ensemble, encore. Je suis Kiémis et bienvenue dans Rends la joie, l'émission qui va chercher la joie avec les dents. Aujourd'hui, j'ai la joie totale d'être avec toi, Fania. C'est réciproque. Trop bien. Fania Noël, il y a tellement de choses à dire sur toi et ton parcours, mais je vais essayer d'être brève, ça va être très dur. Tu es donc sociologue. Tu es en train de finir ton doctorat à la New School à New York. Tu t'intéresses plus particulièrement aux pensées radicales noires, aux géographies noires et à la place, au sujet de la question de la race et du genre dans la pop culture et plus généralement, et plus particulièrement dans la science-fiction. C'est ça. Fania, tu es aussi essayiste. Tu as écrit plusieurs manifestes, on en a 2 ici. Donc, afro-communautaire, appartenir à nous-mêmes. Et celui qui me plaît, je pense, le plus, est maintenant Le Pouvoir, qui a été publié aux éditions Cambourakis en 2022. Tu as également cofondé la revue Assiégée et tu as été un membre très important du collectif Moissy, qui est donc un collectif afroféministe qui a marqué les années 2010, il faut bien le dire. Tu as également eu une chronique à la revue Politis. Bon, en gros, tu fais énormément de choses. Je pense que c'est le syndrome de fille aînée. Je te jure. Je te jure. Fania, voilà, je pense que tout le monde sera au fait du fait que je suis ravie que tu sois là, parce que je pense que la question de la notion de la joie politique et des joies radicales, c'est toi qui irrigue beaucoup cette pensée. C'est ton travail, c'est tout ton militantisme qui a eu lieu pendant les années 2010, quand même, il faut le dire, qui a irrigué cette pensée. Et donc, je suis ravie de faire cette dernière émission de la saison avec toi pour parler de ce sujet. Et je suis trop contente d'être là. Ça fait longtemps. C'est clair, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Fania, qu'est-ce qui te met en joie actuellement ? Oh, pas grand-chose. C'est pour ça que je te pose la question. C'est, comment ça s'appelle ? Je pense que ce qui me met en joie, c'est de voir que ma capacité, pas ma capacité individuelle, mais ma capacité en lien avec d'autres personnes, que ce soit mes amis, des camarades, des collègues, à pouvoir trouver des moments de joie sans tomber dans très mauvais anglicisme, mais c'est pas grave, escapativism, c'est-à-dire sans tomber dans la quête pour l'échappatoire et pour vivre dans une bulle, c'est-à-dire la capacité de maintenir et d'accepter le moment extrêmement difficile dans lequel nous vivons au vu de tout. En général. Ouais, en général, en particulier, de l'inflation au prix des loyers à des guerres et génocides qui ont lieu. Bien sûr. C'est cette capacité de pouvoir tenir les deux. Ça veut dire trouver des moments que on peut vraiment être dedans, être reconnaissant et prendre vraiment la mesure à quel point c'est important, mais en même temps ne pas s'enfermer dedans pour échapper à
notre responsabilité en tant qu'individus qui vivent dans une collectivité. Et je pense que ça, c'est vraiment important de voir, ça me met en joie de voir la capacité d'avoir de la joie qui n'est pas juste quelque chose qui cède aux propositions néolibérales je sais pas, de prendre des bains et d'aller en vacances et de penser à rien et de oh non mais c'est pas grave, je mérite, je suis propriétaire de quelque chose qui s'appelle le consumérisme qui apporte de la joie. Donc je pense que ça met de la joie et un peu d'espoir. C'est bien parce que du coup, c'est exactement pour ça que je t'ai invitée, parce que je sais que tu es la personne qui va à la fois, qui arrive justement à négocier ses envies de joie, qui sont, je pense, humaines, et en même temps, enfin c'est quand même lourd à mettre sur tes épaules, faut le dire, mais et en même temps qui va lutter, parce que je pense que ça doit être un travail pour éviter de dépolitiser justement cette question de la joie. Je vais pas te mentir. Je pense que, au vu des atrocités, et je pense que c'est fait pour d'ailleurs, on a envie de fuir. Yeah. Tu vois, on a envie de fuir parce qu'on a l'impression que si on fuit pas, on va s'effondrer. On va mourir, c'est quand même exagéré parce qu'il y a vraiment des gens qui meurent pour le coup. Mais il y a cette sensation aussi de fuite, de tentative de fuite. Quand tu dis escapisme, moi ça me faisait penser à ça, vraiment de fuite, d'essayer de mettre un mur et tu te dis bon allez, on ferme les yeux, tu regardes pas dans les angles, enfin tu vois, et donc tu prends. Et du coup, est-ce que qu'est-ce qui te permet justement d'arriver à lier les deux? Parce que j'imagine que c'est pas, enfin peut-être que ça l'est, mais j'imagine que c'est pas automatique. Tu vois? En fait, je pense que c'est pour ça que j'aime bien le livre qu'on va parler plus tard, qui s'appelle Do Nothing, et aussi que j'aime bien lire les biographies et ce qu'ils ont à penser d'auteurs et d'autrices, la plupart d'autrices que j'aime bien, c'est la capacité de lier ce sentiment de joie qui peut être éphémère, parce que c'est pas une vie humaine, ça peut pas juste être etc. Bien sûr. À quelque chose qui est plus grand que soi. Et je pense que ce qui arrive, et ce qui est arrivé aussi à la notion de self-care, etc., si on dit la joie, et là en ce moment c'est Black Joy, comme quelque chose de intrinsèquement radical, on le dépolitise parce que ça voudrait dire que ce qui rend heureux n'importe quel noir est radical, alors que je suis sûre que ce qui rend heureux quelqu'un que je ne citerai pas le nom, qui est à l'extrême droite et qui est noir, est-ce que c'est radical? Et je lisais un super article qui traduit en français, c'était se reposer n'est pas révolutionnaire et ce n'est pas grave. Et moi, ce que je veux dire, c'est la joie individuelle, etc. Ce n'est pas nécessairement de la résistance, ce n'est pas de l'engagement politique et ce n'est pas grave. Je pense que ce qui se passe avec le néolibéralisme, ce qui se passe avec l'étape où on est du capitalisme, c'est que la récupération et la cannibalisation de tout se fait aussi pour justifier des besoins, des envies, des désirs individuels en lui mettant une couche extrêmement superficielle de radicalité, etc., pour le justifier. Mais moi, je pense que ce qui serait honnête et radicalement honnête, c'est de dire qu'on est des êtres humains qui désirent des choses, qui désirent, qui veulent, qui aspirent à des choses qui ne sont pas forcément radicales ou révolutionnaires dans le sens d'un changement de système, et c'est OK. Et c'est juste OK. Et je pense que là où la tension est, c'est le fait que beaucoup de gens ont un malaise d'assumer ce qu'ils veulent. Totalement. Et je pense que ce qui est radicalement honnête, c'est d'assumer ce qu'on veut, c'est-à-dire en tant que désir d'aspiration, sans pour autant en faire une inflation collective, parce que je ne pense pas que prendre sa valise et expérimenter la joie pour aller dans un pays où la devise et le rapport de force et les moins, je ne pense pas que c'est radical et révolutionnaire. Mais je pense que
C'est cool. Quand même bien. Ça nous fait du cool, bien, c'est nice. J'aime bien les photos. J'adore. Non, mais franchement, moi, je suis une grande consommatrice de TikTok vlogueur. J'adore les outfits, etc. Et pour quelqu'un qui, j'adore les siestes. C'est mon activité préférée. Ah, c'est la vie. Les siestes. Moi, je fais une sieste. J'ai même un petit lit dans mon bureau. J'ai dans le bureau que j'utilise à l'USCO pour faire des siestes. Mais pendant que je fais des siestes, je suis pas radicale. Je suis pas en train de résister. Le fait de faire des siestes, c'est important. Et je pense que c'est important aussi pour ma propre identité en tant que militant de dire que je peux avoir besoin et envie de choses sans que ce soit un acte ou une performance politique, parce que je n'ai pas besoin que toute ma vie soit une production politique, et j'ai d'autres choses où résister, c'est résister. Faire la sieste, c'est faire la sieste. Et faire la sieste, c'est important. Faire la sieste, c'est se retirer, demander à son corps, etc. C'est-à-dire que c'est des formes. Et je pense que les formes de prise pour son temps qui peuvent être vues comme de la résistance, c'est-à-dire c'est la grève. La grève, ça, la grève, ça, c'est une bonne forme de retrait, de prendre sur son temps, et qui pour le coup, impacte le transfert de capital. Mais moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Mais est-ce que tu penses que j'ai peur parce que je sens que j'ai envie que cette conversation dure des heures. Mais on n'a pas des heures, mais j'ai quand même envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu penses que c'est à la fois, évidemment, le capitaliste qui, comme tu dis, qui cannibalise tout, qui pourrit tout, en fait, tu vois, et qui donc pousse les gens à vouloir se créer cette image de tout ce que je fais est radical, donc entre guillemets c'est rapide, mais du coup rien n'est radical. Oui. Mais où est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi, de la part peut-être des individus, un besoin ressenti de se dire... peut-être mal engagé, quoi, mais de se dire, mais là aussi je suis en mouvement et j'ai honte de dire, bon, bah en fait, ça se trouve, j'ai juste envie de prendre un bain et c'est pas genre du self-care et je suis pas obligée de mettre une citation d'Audre Lorde. J'adore Audre Lorde, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou je fais une sieste et je suis pas obligée de mettre, tu vois? Est-ce qu'il y a pas aussi cette tension aussi chez les individus de honte à se dire, bah ce que tu dis, genre, en fait, là, je suis pas radicale. Et c'est OK. Qu'est-ce que tu penses de ça, du coup ? Je pense que c'est la même façon que le capitalisme produit sa propre contradiction, ça produit sa propre contradiction, parce que dans ce désir de vouloir commodifier quelque chose, parce qu'on parle souvent de la marchandisation comme quelque chose que tu peux vendre, mais il y a aussi des formes de marchandisation qui sont... Marchandisation n'est pas le bon mot, mais qui est toujours être productif. Ça veut dire qu'il y a la production monétaire, mais il y a aussi la production de sens. Donc ça veut dire se reposer, faire ça, ça doit produire un sens. Et si ce qu'on fait ne produit pas du capital ou des ressources, ou va vers un goal, ou ça c'est mon projet, etc., ça doit produire autre chose. Et ça peut pas juste être comme ça. Et je pense que ça, c'est une contradiction, parce que si on est honnête, on n'était pas fait pour travailler 40 heures par semaine et toujours faire des choses. Donc, en fait, sortir, dormir, surtout en hiver, aller marcher, juste ne rien faire, regarder le plafond, ça représente quelque chose qui, bien sûr, a été capté par comment vendre sa force de travail fait qu'on doit toujours être super productif, mais ça fait partie du cycle naturel de nos corps. Donc en fait, je pense que revenir à ça, parce que c'est là où on a le problème, et c'est là où on se rend compte très vite du bout de la logique. Parce que qu'est-ce qui définit quelque chose de politique et de radical, si ce n'est l'éthique politique qui est explicite. Et si on dit se reposer, c'est radical, être joyeux, c'est intrinsèquement radical, moi je suis sûre ce qui rend joyeux Elon Musk... Je te jure. Mais ça voudrait dire ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure. Si on dit ça, c'est radical, on ne peut pas exclure ce qui rend joyeux des gens qu'on sait que ce qui leur rend joyeux, c'est juste voir tout le monde misérable. C'est clair. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir
mettre des adjectifs, des adverbes ou au moins une ligne, parce que si c'est juste comme ça, ben on se rend compte de ça. Et moi, j'ai remarqué souvent les personnes qui sont le plus investies dans vouloir rendre ce genre d'action comme radical, c'est des personnes qui ne sont pas investies dans d'autres choses collectives. Et c'est des personnes qui vont dire des choses comme « Ah oui, par exemple, les femmes noires, elles sont exploitées comme femmes de ménage, mais ces personnes, elles ne sont pas femmes de ménage. Donc c'est comme une cooptation par proximité pour dire que comme collectivement on vient d'un groupe qui est exploité, moi qui suis un peu plus haut, je réclame du repos au nom de tout le groupe. Mais la question c'est, en fait, est-ce que c'est possible de créer des espaces où on peut collectivement réclamer du repos ? Est-ce que c'est possible de ça ? Et moi, je pense que vraiment tenir les deux bouts, je le répète, c'est je pense, être vraiment engagé dans de l'honnêteté radicale et dire oui, moi j'aime dormir. J'aime les siestes, et quand je les siestes, je pense pas à vous. C'est pour moi. Je pense pas à vous quand je mets mon petit coussin avec mon petit plaid, je pense vraiment pas à vous. Je mets Coltrane en fond et je ne pense pas à vous du tout. Et surtout, c'est pas un problème. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème. Puis c'est pas la même chose, qu'ils soient honnêtes, quoi. Genre, quand je prends un bar ou quand je fais une grève, les enjeux en termes même de... Parce que c'est ça, je pense aussi, qui est clé, tu vois. Les enjeux en termes de risque, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, s'arrêter de travailler sur son lieu de travail et faire un truc en termes de répercussions, etc., c'est pas la même chose. Et moi, comme je dis, en plus, je pense que même psychologiquement, c'est pas ma spécialité, je pense pas que ce soit bien pour un être humain de vivre dans une réalité alternative et que ce qu'ils essaient de produire, et je pense pas que ça marche. Et je pense que la réalité te rattrape parce qu'il y a un moment, bien sûr, on peut dire ça, mais à un moment, les loyers ils augmentent. Et si surtout ce qu'on nous vend comme avoir du self-care et de la joie, il faut toujours payer pour. Ça veut dire qu'il y a un bain, un massage, un voyage. Toujours. Et après, à partir du moment, il faut toujours payer pour, et ça s'éloigne de plus en plus de ce que Outlawed proposait. Et en plus, quand elle parle du self-care, elle parle du soin qu'elle a pris quand elle avait un cancer, la communauté qu'elle a eue, etc. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut que ça circule. Ça veut dire que c'est pas juste moi, Totalement. Et qu'il faut que ça circule. Et je pense que là, le problème, plus on arrive à tous ces problèmes économiques, plus on va voir la limite de je vais aller au spa. Et puis aussi, tout simplement, si la joie, c'est donc les bains, et donc ça veut dire que déjà, il faut avoir la place pour faire un bain, il faut pouvoir payer, donc ça veut dire que la joie, elle est inaccessible. Enfin, tu vois, il y a plein aussi cet enjeu-là aussi, de dire, si du coup, tu n'as pas d'argent pour aller au spa, ça veut dire que tu n'as pas le droit à la joie, ça veut dire que tu ne peux pas avoir la joie, tu vois, enfin... Je pense qu'il y a aussi une lutte qui est faite de sens, et je pense que la lutte de sens, c'est qu'il y a vraiment au niveau des médias, du marketing, mais des individus aussi, de manière voulue ou non voulue, une définition, c'est comment profiter de son temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une imposition de « c'est quoi des bonnes vacances ?» Des bonnes vacances, il faut que ce soit esthétique, il faut que tu aies ton state, etc. Mais il y a aussi c'est quoi profiter. Et après, on a vu à quel point ça gâche tout, parce que maintenant, tu vas dans un truc pour danser où personne danse. Je te jure. Mon Dieu, me l'enfait. Donc voilà, en fait, je pense qu'il y a vraiment une bataille sur le terme, l'idéologie de c'est quoi profiter, c'est quoi jouir. Voilà, c'est quoi un week-end productif ou un week-end machin, etc. Et ça se voit dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des formes de joie que des gens font qui sont vues comme c'est un peu ghetto.
the ghetto. Parce qu'ils ne rentrent pas. Parce qu'ils rentrent pas dans ces genres de trucs ou parce qu'ils aspirent pas à. Ils rentrent pas dans cette aspiration. Donc en fait, je pense qu'il y a ça aussi qui joue, et c'est pour ça que je reviens à mon point, que ça joue parce qu'on essaye vraiment. C'est comme dans tous les films dystopiques, c'est-à-dire c'est comme vous avez un écran qui vous dit tout est merveilleux, et en fait, il y a un faux écran qui met le ciel parce qu'en fait, dehors, il n'y a plus d'air. C'est clair. Et en fait, je pense que c'est ça qui se passe, c'est se dire ça. Mais si on arrive à voir ces moments, à les chérir, à se dire qu'on arrive à prendre du temps et à voir quand on a besoin du temps, et quand on a besoin aussi de step up pour faire en sorte que ça aille mieux après, parce que on ne peut pas vivre une vie qui a tout le temps besoin de 2 jours de complet repos, parce que c'est insupportable. Et c'est ce truc de ok, on vit des vies où tu as besoin de 2 jours coincés chez toi, ou 2 jours de prendre des bains sévères, parce que le reste du temps tu es en apnée. Et je pense que le but de vivre une vie qui est comme a dit Toni Morrison, making a life, not making a living. C'est-à-dire que le but de juste pour faire vivre, voilà. Donc, je pense que faire une vie qui est pas, où on n'a pas besoin de check-out, et c'est ce qui se passe en fait. Je pense que les propositions de self-care et de joie qu'on a par les médias et le marketing sont check-out, c'est-à-dire prenez 2 jours pour aller à l'hôtel. Faites une pause. Faites une pause. Mais il faut revenir. Parce qu'en fait, on peut pas se permettre de payer pour machin, etc. Donc en fait, faites une pause de 2 jours. Vous pouvez souffrir. Et après, vous pouvez vous acheter, vous souffrez, et après, vous avez un bon pour pas souffrir. Et c'est vraiment, ce serait un très bon épisode de Black Mirror. C'est pour chaque 8 jours de souffrance, vous avez un jour de pas souffrance. Mais en fait, c'est ça qui est proposé. Bah oui, bien sûr. C'est ça qui est proposé. Bien sûr. Et à l'inverse, à ton avis, à quoi ça ressemblerait un horizon afroféministe ? Et je le dis parce que tu as écrit un livre là-dessus. Mais tu vois, quel serait... comme tu dis, quel serait le monde où justement on ne nous propose pas un bon au bout de 8 jours de souffrance pour un bon où tu souffres pas, tu vois. Juste une petite pause. Voilà, une petite pause, mais dans une petite bulle. C'est-à-dire pas où t'achètes aussi. Voilà, où t'achètes aussi, etc. Et tu peux pas en mettre tous les gens que t'aimes, parce que tu peux pas. C'est clair. Et puis il y a d'autres gens qui, ce bon-là repose sur le fait que d'autres gens souffrent aussi, quoi. Donc moi, je pense que construire une société d'égalité, de justice, ça permet d'avoir de la joie, mais qui est vraiment basée sur quelque chose qui est à la fois le sentiment, là, qui est la joie, c'est un sentiment réactionnaire, c'est-à-dire c'est une réaction à quelque chose dans ce sens-là, mais qui aussi a du contentement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contentement pour ce qu'on a. C'est-à-dire que si on est dans une société où on n'est pas en compétition les unes avec les autres pour les peu de place qu'il y a, pour payer son loyer, etc., un contentement de ce qu'il y a. Parce que beaucoup de gens critiquent des gens, pourquoi des gens ils veulent beaucoup plus ? Parce qu'en fait, techniquement, vu que chaque année, on sort une nouvelle loi pour te dire que tu auras moins, tout est poussé pour que tu veuilles toujours plus, pour t'assurer quand on va t'enlever, le peu que tu as en retraite, assurance santé, que tu aies un coussin pour le faire. Donc le contentement, mais on ne peut pas avoir du contentement si on n'a rien, si on n'a pas assez pour être contenté. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir de la justice, de l'égalité, le partage des ressources et du bonheur, qui fait que la joie est basée sur non pas que simplement un sentiment juste réactionnaire sur les choses de réaction et ce qui nous arrive dans notre vie, mais sur le fait que même quand on expérimente la peine, la souffrance, la perte, on peut jouir de collectivement ce qu'on a. Ça veut dire que je pense que on serait beaucoup moins misérable si on savait qu'il y avait un revenu universel.
Tu m'étonnes. En général. Tu m'étonnes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un niveau systémique, tout le monde serait beaucoup, même qu'on souffre, même qu'on est déprimé, ne pas ouvrir son téléphone pour voir des cadavres, je pense que c'est ça, clair. Au moins... rendrait la chose et aussi ça ferait en sorte que oui, là on pourrait vraiment se concentrer sur soi-même, alors que maintenant, même si des gens se concentrent sur soi-même, c'est extrêmement difficile de se concentrer que sur soi-même quand tu reçois des notifications, votre prochaine facture est arrivée. Non, voilà, c'est clair. Et puis, il y a aussi un truc de... En fait, ce que tu dis, tu vois, c'est aussi la peur qui est repoussée aussi. Ouais. Tu vois, il y a une espèce aussi de truc où... du coup, tes peurs, elles sont diminuées. Parce que clairement, ce que tu dis, c'est que t'as pas à t'inquiéter sur quand est-ce que tu dois payer ton loyer, est-ce que tu vas pouvoir être soigné s'il se passe un truc, ou, je sais pas, moi, tu sais où tu vas dormir, et tu sais que tu vas manger, et que c'est pas une question, en fait, que la question de la rareté... C'est pas une question, ces questions-là sont pas des questions. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'être contenté, quoi. Contenté et apprécié, parce que je pense que l'état de beaucoup de choses qui fait que si, je sais pas, t'es à un anniversaire avec tes potes, t'es content, mais il y a une partie de ton cerveau qui te dit que t'as plein de messages sur Teams qui t'attendent. T'as une notification Slack. T'as des notifications. Ça fait un peu PTSD, quoi. Ouais, je te jure, couper les notifications. Moi, je suis pro couper les notifications. On n'est pas censé être joignable non-stop. C'est exactement, mais c'est ça qui est demandé. C'est ça que moi, je vois de plus en plus de personnes qui vraiment check out. C'est-à-dire que, et c'est pas une vie où tu as besoin de check out de ta vie pour 2 jours. C'est pas une façon d'expérimenter, parce qu'en fait le but c'est d'expérimenter la joie dans ta vie. Mais si tu as besoin de t'isoler de machin, etc., pour juste, est-ce que c'est la joie ou c'est juste t'es plus stimulé, que tu peux juste couper. Tu peux juste couper. Et je pense que ça, c'est vraiment un point assez important. Donc je pense que pratiquer le contentement, pratiquer aussi le fait de ne rien faire et de pas se sentir coupable, et pratiquer le fait de faire des choses sans que ça produise quelque chose, que ce soit monétairement, ou que ce soit du discours, ou que ce soit moralement, etc. Je fais ça, mais c'est du self-care. Mais c'est bien. Non, je fais juste ça. Gars, t'aimes juste faire ça. Voilà, je fais juste ça, c'est bien aussi. Je suis trop d'accord. Soyons honnêtes. Et on peut mettre des points après quelque chose. C'est clair. Je fais ça, virgule, je me suis amusée, point. Mais en même temps, tu vois, je pense aussi que ça, c'est un peu révolutionnaire de mon point de vue, parce que je pense que même quand c'est pas... tu vois, même quand c'est pas typiquement, je fais du self-care à la Audrey Lorde, Audrey Lorde sur Pinterest, et j'adore Pinterest, tu vois, mais voilà. Ça, c'est la seule application qui n'a pas encore brillé. Mais il y a quand même un truc aussi de dire, tu vois, nos actions, il y a quelque chose de moral derrière. Tu vois, il y a une charge morale à nos actions. Et ça, je crois que c'est même pas né avec... tu vois, tous les discours qu'on est en train de décrire, tu vois, de comment on commodifie nos actions pour qu'elles pour en faire du contenu. Pour en faire du contenu sur les réseaux sociaux, pour en faire même du contenu en tant qu'écrivain. Et voilà. Non, mais voilà, c'est la promotion de soi et le récit de soi, c'est très... dans l'air du temps. Totalement, mais je pense quand même que même de manière plus générale, en fait, beaucoup d'actions que même les gens faisaient avant, c'était aussi pour produire il y avait cette valeur morale, genre je vais à l'église parce qu'il faut, tu vois, ou je fais du sport. Bon, on a un peu adoré le sport, quoi, mais tu vois, il y a une valeur morale à faire du sport parce que ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Tu vois, je fais les choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est très difficile aussi de dénouer ça, parce que il y a déjà une base, en fait, tu vois, qui nous pousse à mettre de la charge morale sur toutes nos actions, mettre du sens, comme tu disais, quoi. Je pense que là où il y a un pivot, c'est que beaucoup...
historiquement, la performance morale, et c'est très lié à la collectivité. C'est très lié au fait de je ne veux pas être exclu. Comme je ne veux pas être exclu, je dois être un membre de la communauté et être bien dans les règles de la communauté en termes, de ma religion, me marier, machin, etc. etc. Ouais. Ce que le capitalisme, le capitalisme, néolibéralisme, mais aussi là où on est, c'est de faire de l'ultra-individualisme quelque chose qui est, qui a une valeur morale. Alors que il y avait la question de on vit en communauté et tu peux pas t'en sortir tout seul. Bien sûr que ça a des défauts, parce que quand t'es marginalisé. Et bien sûr, le fait qu'on a plus d'individualité, ça nous permet d'avoir plus d'agentivité, ça nous permet de faire des choix, et ça nous permet de pas mourir de faim. Là. Si la communauté t'exclut, tu peux toujours avoir une vie, et pour plein de raisons qui sont liées à l'homophobie, au sexisme, etc. Mais là, ce qui est fait, c'est que ça ne pousse pas en même temps à l'action collective. Ça veut dire qu'il y a des formes de on a droit de l'individualité qui ont fait des individualités qui se sont mis ensemble pour demander des choses, comme les mouvements queer, comme par exemple le mouvement féministe. Mais là, ce sont des types de plus d'individualité qui ne reposent que sur la capacité qu'on a d'accéder à des choses pour soi-même et de les consommer. Et c'est là où on voit la tension, parce que c'est pas comme si il y avait des offres de on va faire du self-care et on va faire en sorte de, comme on peut, par exemple, proposer des séances de yoga public dans les parcs. Ça va plus être, j'ai trouvé ce studio de pilates super bien. Mais tout seul. À 90 €. Non, mais disons les choses. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est proposé. Alors que il y a d'autres formes, et il y a des organisations qui sont même pas politiques, mais d'autres organisations associatives, culturelles, des projets qui proposent des choses qui permettent d'avoir accès à ça, mais ils sont pas labellisés comme self-care, parce que en fait, soit c'est pas très esthétically pleasing. Ouais, je te jure. C'est-à-dire ou machin, etc. Donc voilà. Donc en fait, je pense que c'est là la tension, c'est que moi je veux bien tous ces discours, mais en fait, si ça pousse à juste l'isolation, la reclusion et le fait ça te motive pas de faire quelque chose. Et moi, je dis faire quelque chose, je dis pas que tout le monde doit aller faire des manifs, même si ce serait bien, etc. Mais de faire même une petite chose avec d'autres gens, même des gens qui sont pas des inconnus, mais même des gens de ta famille proche, etc. Ou des gens qui ont même les mêmes intérêts que toi. Mais j'ai l'impression que plus ça avance, plus on est isolé, qu'on est retranché dans physiquement, mais vraiment dans l'espace, dans des espaces privés. Et ce retranchement dans l'espace privé, c'est en miroir de l'État qui fait tout et privé. C'est-à-dire que tout le monde devient l'entrepreneur de soi-même. Et aussi, le contre-pied de ça, c'est que quand ça va pas, les gens, ils vont te dire « Ah, mais t'es responsable pour ton propre bonheur, c'est toi qui dois te prioriser. » C'est-à-dire que c'est comme si, magiquement, tout un chacun et toute chose égale par ailleurs, tout le monde a accès à ce qu'on appelle le bonheur, et que si tu travailles assez, c'est comme un peu la gym. C'est-à-dire si tu vraiment t'y allais vraiment 4 fois par semaine, en fait, tu aurais ce corps-là qui est le corps qu'il faut avoir pour être sain. Donc, ça veut dire que dans le même temps, on est aussi repoussé sur la responsabilité. Maintenant la responsabilité individuelle de préparer pour sa retraite, de ne pas être pauvre, de pouvoir manger, d'avoir de l'assurance santé, d'être un entrepreneur, etc. D'être beau, etc. Bien sûr. Mais on a la responsabilité, si tu n'as pas la responsabilité, c'est mais non, fallait voir un thérapeute, fallait faire ça. En gros, c'est ta faute. C'est
ta faute et ta responsabilité. Moi, je pense que, bien sûr, il y a une partie qui est toute notre propre responsabilité, surtout les hommes. Bon, en gros, aller en thérapie. Aller en thérapie, devenez des meilleures personnes. Ouais, c'est clair. Aller en thérapie pour changer. Pardon, faut préciser. Pas pour juste... Pas pour prendre les messages et aller tromper des autres gens après. Exactement. Bref, c'est un autre débat. Il faut aller, il faut aussi savoir, apprendre à se connaître soi-même, etc. Bien sûr. Mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'on est tous individuellement 100% responsables de notre condition mentale, de bonheur, etc. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une partie qui est de notre propre fait, qu'on doit faire le chemin. Mais le chemin, il est fait dans une société donnée, dans un contexte donné, et la collectivité doit aussi faire en sorte que c'est possible que le chemin qu'on fasse se traduise par des actions. Mais là, c'est quand même... c'est en mode, on te donne de l'électricité, du Wi-Fi, sois heureux. Je pense que cette conversation pourrait durer 1 heure. Donc, mais il y a pas mal de questions que je voulais te poser, auxquelles on a déjà un peu répondu. J'aimerais que tu nous offres peut-être des références culturelles qui, toi, non seulement te mettent en joie, mais qui permettent aussi d'approfondir cette question de la joie et comment la rendre... Enfin, c'est très rapide ce que je dis, mais comment éviter que notre joie elle devienne petite bourgeoise. Et là, je fais référence à un chapitre de ton essai. Je pense que j'adore regarder les documentaires sur des moments de la culture africaine, caribéenne ou afro-descendante. Sur la musique, par exemple, il y avait ce documentaire que j'ai partagé sur la rumba. Congolaise, tu veux dire ? Oui, la rumba congolaise, okay. etc. Donc je pense que... En fait, pourquoi j'ai demandé à une amie et je l'ai regardé récemment, parce que justement, au vu de l'actualité, de ce qui se passe au Congo, c'est extrêmement important de ne pas juste espérer et demander que la violence cesse, mais se rappeler qu'il faut plus que juste pas de violence. Il faut plus que... Enfin, une vie, c'est pas juste ne pas être soumis à ce niveau abject de violence, de déshumanisation, etc. C'est aussi pouvoir avoir la possibilité de se développer, de se déployer, de créer des choses extraordinaires. Et la rumba congolaise, c'est vraiment extraordinaire. C'est clair. Et de voir ça et de se rappeler ça. Et c'est ce que je disais au début, c'est de le mettre en lien. C'est-à-dire que, bien sûr, je vois toutes ces images qui sont extrêmement terribles, toutes ces mobilisations, etc. Mais ça me permet aussi de rappeler toutes ces choses et plus encore qui sortent de cette population et qu'on doit espérer plus que juste il n'y a pas de violence et puis non, c'est-à-dire qu'on doit le rattacher à tout le déploiement de production de gens, et même si les gens ils vivent et ils produisent rien d'extraordinaire, ils ont le droit de vivre paisiblement, etc. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et après là, il y a 2 semaines, j'étais à la Barbade pour le forum des féminismes noirs. Et c'était un moment extrêmement joyeux. Et c'était un moment extrêmement joyeux alors que c'est une rencontre avec que des organisations politiques, des féminismes noirs qui venaient d'Europe, des États-Unis, d'Amérique du Nord, d'Afrique, et avec des luttes qui sont de la pénalisation de l'homophobie, la pénalisation de l'homosexualité au Ghana, les questions d'excision, de déplacement, de migration, ce qui se passe par exemple en Haïti avec les violences. C'est-à-dire que c'était vraiment un endroit où on a parlé de choses qui étaient extrêmement du racisme aux États-Unis, du racisme en France, etc., des choses extrêmement dures, extrêmement difficiles, extrêmement de mobilisation. Mais c'était un moment aussi où on s'est retrouvés, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup dansé et on a parlé. La danse, c'est la vie. Et c'était pas juste séparés. Bien sûr.
Et je pense que c'était pour ça que c'était encore plus précieux, c'est que l'espace a pu tenir des conversations sur ça, des conversations à comment on prend soin des militants. Il y avait le Forum des aînés, donc il y avait des féministes venues majoritairement d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, mais aussi des États-Unis et de la Caraïbe, qui avaient 60 ans et elles nous ont... On avait une réunion juste après elles nous ont mis 1 heure en retard et sont sorties comme ça, sans rien dire, parce qu'elles avaient une discussion sur la sexualité. Ok. Et après, je dis, c'était vraiment bien de tenir, de pouvoir avoir un espace où on peut tenir les deux bouts sans vouloir échapper. Ouais. En construisant des choses, parce que c'était aussi un espace où on a construit des liens, des projets, etc. Mais aussi avoir qu'il y a une expression en créole haïtien qui traduit en français, ça veut dire c'est toujours nous. Tu peux dire l'expression. Il dit même nous, même l'un. Ouais. C'est-à-dire c'est encore nous, c'est toujours nous. Ouais. Et voir qu'on était différents noirs je pense qu'il y avait plus de 56 pays représentés, de la diaspora, de la Caraïbe, mais il y avait quelque chose qui persiste de nous dans notre particularité, dans chacun d'entre nous, dans les cultures différentes. Et de voir la persistance de ce que c'est d'être, de ça, là, de ce qui est très difficile, de l'Atlantique noir, la culture noire, de voir la persistance malgré historiquement ce qu'on a vécu et malgré contextuellement ce qu'on vit. On était vraiment beaux. C'est clair. Fania, je pourrais parler avec toi pendant des heures, je pourrais t'écouter pendant des heures. Ta parole est tellement rare, trop rare à mon goût. Elle devrait être diffusée partout, ça fait très bonne parole. Mais je tiens quand même à le redire, je suis honorée de t'avoir sur ce canapé. Je suis honorée d'avoir pu discuter avec toi. Je pense que ça va réarriver, ne nous mentons pas. Et pour finir, Fania, la joie, elle est à qui ? Elle est à qui comment ? Elle est à qui, la joie ? Elle est à nous. Elle est à nous. Oh, merci beaucoup, Fania. Merci pour ta présence, merci pour ta lumière ancrée. Et merci pour cette belle discussion. C'est le dernier épisode de la saison. Alors j'en profite pour dire merci à Raphaël, à Zisla, à Mathieu, à Arnaud, à Jimmy, Stéphane et Alex et à toute l'équipe de Mediapart qui a rendu possible ces émissions. J'ai été ravie de recevoir autant de monde sur ce canapé jaune et qu'on ait un petit peu permis la joie. Et je suis tellement ravie de finir avec toi. C'était un plaisir. Merci. Merci.